Bienvenue dans ce premier épisode qui lance une grande série sur l'hypersensibilité. J'ai envie de vous partager tout ce que j'ai conscientisé, le fruit de mes accompagnements, de mes lectures, de mon expérience, pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux vous comprendre et mieux vous accepter du coup. Et pourquoi pas aller jusqu'à découvrir un potentiel de ouf. J'aime bien dire hypersensible, hyper possible, parce que quand on a au début l'hypersensibilité, il y a comme on ne sait pas qu'on est hypersensible. On ressent des tas de choses, on se sent différent, on a plein de symptômes comme ça, on a l'impression qu'on est à part, qu'on n'est pas normal. Et puis, tout d'un coup, on met les mots dessus, on prend conscience et on peut mettre un mot. Du coup, on a des points de repère parce qu'on découvre tout un tas de caractéristiques dans lesquelles on peut se retrouver, plus ou moins. Voilà, on a notre hypersensibilité, c'est ce qu'on verra aussi au fil des épisodes. Mais ça permet vraiment de commencer à se dire déjà « Ah !» Donc, je ne suis pas toute seule. Ah, donc c'est référencé, ça existe. Et ensuite, c'est d'avoir des clés donc, pour mieux vivre son quotidien, parce qu'il y a des solutions, il y a des adaptations possibles. Voilà, on ne sait jamais d'être un hypersensible, par contre, on apprend à mieux vivre avec soi. Et la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est là où je suis maintenant et où je continue de développer ça, c'est faire de son hypersensibilité un atout, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses aidantes dans les interactions avec soi, avec les autres, avec le monde. Voilà, donc dans cette partie, dans ce premier épisode, on va prendre conscience, parce que c'est la première étape de tout processus de changement. Pour pouvoir agir, il faut comprendre. Sans conscience de savoir ce qui se passe réellement, du coup, on ne peut pas voir ce qu'il faut améliorer, en fait. Donc, c'est bien déjà de mettre de la conscience, de checker un peu tout ce en quoi, là, on va détailler. Enfin, on va détailler. Je vais vous donner déjà des premières pistes de caractéristiques, enfin de comportements, voilà, dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver ou pas. L'idée étant de commencer à regarder est-ce que vous vous sentez concerné, jusque dans quelle mesure, oui, non, voilà. Et de prendre conscience que c'est un peu comme un cadeau mal emballé. Moi, j'aime bien cette expression. L'hypersensibilité, c'est comme un fardeau pendant longtemps, et puis un jour, on regarde ça autrement, on apprend déjà à faire avec, on vit mieux, et puis après, on voit que même ça peut aller jusqu'à un trésor, quoi. Mais c'est la prise de conscience. Alors, on verra qu'il y a plusieurs formes. Je vais aussi parler des hyposensibles, parce que parfois, la sensibilité, elle est tellement forte qu'on préfère fermer l'émotionnel pour ne plus ressentir. Et du coup, on passe pour froid et on se range dans la catégorie de ceux qui, a priori, ne ressentent rien. Ce qui n'est pas exactement ça. Voilà, moi, j'ai oscillé beaucoup entre ça. Pendant longtemps, j'ai refoulé les émotions pour pouvoir tenir, en fait, pour pouvoir avancer, Donc, je passais pour quelqu'un de froid, même jusque sur le visage. Parce que des fois, on me disait, qu'est-ce que t'es froide, alors qu'en fait, à l'intérieur, j'étais parfois tout en souffrance, tout en émotionnel, quoi. J'ai l'impression que j'allais m'effondrer, en fait, me liquéfier. Voilà, donc l'idée dans cet épisode, c'est de balayer un peu déjà un premier focus sur c'est quoi être hypersensible. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite, installez-vous tranquillement, peut-être vous pouvez prendre une feuille pour noter quelques trucs. Moi je sais que j'ai même rechecké des choses, je suis repartie dans l'enfance à faire cet épisode.
Donc installez-vous, et puis si vous êtes en voiture, écoutez bien. Restez concentrés un peu sur la route quand même. Mais voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Alors avant d'aller dans la description un peu des différentes choses qui peuvent se passer dans le corps, dans la tête, dans le cœur, j'avais envie de vous dire quelques mots sur un peu la controverse qu'il y a en ce moment. On parle beaucoup d'hypersensibilité. Certains d'aucuns disent que ce serait une illusion, que ça n'existe pas, que tout le monde est sensible. Moi, j'ai souvenir d'un médecin qui m'avait dit ça, mais hypersensible, tout le monde est sensible. Donc, tout le monde est sensible, oui, effectivement, tout le monde peut développer sa sensibilité. Après, il y a une histoire de degré, il y a une histoire d'intensité, il y a une histoire de perception. C'est ce qu'on verra un peu plus loin dans l'épisode. Alors, juste pour savoir, c'est un peu d'histoire, parce que moi j'ai voulu voir d'où ça venait, où est-ce qu'on en était, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très tendance, de très mode aussi, tout le monde en parle, plus ou moins en bons termes. Mais en fait, ça existe depuis longtemps, hein. Il y a plusieurs siècles de sensibilité qui en plus étaient perçues vraiment autrement. Alors, la place qu'on a accordée à la sensibilité, elle a évolué en fonction des époques. Le fait qu'aujourd'hui, on la nie un peu, qui est comme une forme de rejet, hein, on était trop sensible, ce serait comme un frein à l'épanouissement, à la réalisation des choses. C'est très nouveau en fait, hein. C'est d'aujourd'hui en fait, parce que pendant longtemps, au contraire, être sensible était considéré comme une grande qualité. Il fut un temps où la sensibilité était réellement à l'honneur. On voit ça dans la littérature du XVIIe au XIXe siècle. La sensibilité, c'était vraiment l'attribut des gens bien élevés. Pleurer, c'était considéré comme de bon ton. C'était la marque d'une personne vraiment de qualité. Il fallait être sensible. C'était vraiment le bienvenu. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas forcément librement exprimer nos émotions, que ce soit à l'école, au travail, dans le transport. On a plutôt tendance à se cacher dès lors qu'on ressent quelque chose. On est quand même dans une société de consommation, de pouvoir et d'argent, et de réalisation matérielle, qui relègue en fait les individus sensibles un peu... la sensibilité apparaît comme une faiblesse, et c'est même, des fois, on est un peu caricaturé. En fait, dans un monde qui devient de plus en plus technique et même virtuel, parce que si on regarde un peu les échanges dans les réseaux sociaux parfois, même limite normative, cette société orientée vers la performance, on en oublie les caractéristiques de ce qui fait en fait l'humanité de chaque être. Donc fort de tout ça, quand même, là c'était ce qu'on en dit à l'époque des grosses tendances. Pour autant, il y a de plus en plus d'hypersensibles référencés, puisqu'on peut maintenant avoir des points de repère, on peut faire des tests. Et du coup, je crois que c'est 30%, ouais, une personne sur 5. J'ai failli dire souffre, oui, parce que tant qu'on n'a pas un peu travaillé dessus et qu'on ne l'a pas accueilli comme il se doit, on peut être en souffrance. Mais on a avancé là-dessus parce que du coup, on commence quand même à se rendre compte des atouts, et ça, on en parlera, j'en ferai aussi plusieurs épisodes dessus, des atouts de la haute sensibilité, comme nous en parle Hélène Aron, dont je vous parlais dans l'épisode de présentation, qui est une psychothérapeute et une chercheuse américaine. Elle a fait avancer beaucoup les choses. Elle a mis en évidence un tempérament dit sensible, et ensuite elle a préféré le qualifier d'hautement sensible.
Et elle dit que la sensibilité élevée, c'est une façon d'être au monde caractérisée par un haut niveau de sensibilité aux stimuli externes, une plus grande profondeur de traitement cognitif et une forte réactivité émotionnelle. Donc nous représenterions plus de 20% de la population et nous traiterions des données sensorielles de façon plus approfondie. Il s'agit d'un tempérament et non d'un trouble psychique. Donc c'est intéressant parce que ça fait voir d'une autre façon et ça montre, oui, tous les aspects. Elle décrit vraiment les caractéristiques qu'elle a pu référencer. Et puis, elle en fait, voilà, il n'y a pas de c'est bon ou c'est pas bon, c'est une forme de neutralité qui est intéressante. Et j'aime bien je vais terminer pour le coup, avant de passer sur les caractéristiques, avec des propos donc, de Marie-France de Palacio, cette écrivaine qui était aussi professeure et chercheuse en littérature, qui se consacre aujourd'hui à la haute sensibilité. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « L'hypersensibilité cause des ravages lorsqu'elle se heurte à une société qui ne la comprend pas, la refuse en bloc et la considère comme pathologique. Ces manifestations d'un mal-être profond ne proviennent pas d'un dérèglement pathologique, mais d'une sensibilité extrême, constamment confrontée à la dureté du monde. » Donc elle est elle-même hypersensible. Ça doit expliquer pourquoi elle s'est penchée sur le sujet. Et elle dit plus loin, j'aime bien, elle dit que les individus extrêmement sensibles deviennent une bénédiction pour leurs proches et pour l'avenir du monde. C'est quelque chose que je partage profondément. Je me dis que dans cette société qui apparaît parfois comme déshumanisée, je me réjouis du jour où on appellera les hypersensibles pour remettre un peu de vie, d'émotionnel et de ressenti dans ce qui se passe. Et donc Marie-France de Palacio, elle dit « Les hypersensibles sont des surdoués de l'ouverture à l'irréalité de la réalité, à la réalité de l'improbable, des champions de l'abandon des résistances du moi matérialiste, logique et pragmatique, des spécialistes du rêve, de l'imaginaire et du réenchantement du monde. » Donc on est vraiment là sur toutes les potentialités des hypersensibles dès lors que j'en ai pris conscience et que je commence à développer, à faire avec ce qui me gêne et à développer mes facultés, je pourrais être une chance pour le monde. Alors, ceci étant dit, déjà, on va passer plusieurs épisodes sur les caractéristiques parce que je me suis dit que sinon ça allait être trop long. Donc je vous propose déjà un peu, pour commencer, un survol, un balayage du sens au corps en passant par le mental et l'émotionnel. Donc la première chose déjà, si on devait résumer, il y a tout ce qui est de l'ordre de comment je me ressens en fait dans la vie. Une fois qu'on a dit tout ça, quand on écoute des hypersensibles, ce qui ressort majoritairement, c'est je me sens perdue. Je vis mon hypersensibilité comme une faiblesse, un problème contraignant à éliminer ou à résoudre. Donc ça, c'est très fort, c'est vraiment, j'ai un problème, il faut absolument le résoudre, mais souvent je ne sais pas. Et donc, je me replie souvent. C'est vraiment une réaction première et qui participe de la souffrance. Deuxième chose, je vis de manière exacerbée des situations que d'autres qualifient de banales. En fait, là où les autres, ça traverse, moi, je peux, en tant qu'hypersensible, je peux être vraiment... ça peut me prendre la tête, le corps, le cœur, voilà. Et ça peut me prendre un moment avant de sortir de là. Du coup, ça met, troisièmement, un sentiment de ne pas être compris, en fait. De ne pas toujours être compris et entendu par les autres. D'où vient cette sensation de décalage, d'être inadapté. Parce que, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on se remet en question énormément
Et évidemment, c'est nous qui avons un problème et pas l'autre. Donc, avec ce sentiment de ne pas être compris, arrive la sensation d'être bizarre. Et du coup, en 5e, il y a vraiment cette difficulté d'exister et d'être dans un monde qui nous apparaît stressant, normatif et dans lequel je n'arrive pas à me déployer. Voilà, donc peut-être vous reconnu dans une de ces phrases ou dans plusieurs. Si oui, vous pouvez commencer à vous dire qu'il y a de fortes chances qu'on coche les cases hypersensibles par la suite. Quand on regarde tout ça, il se passe plein de choses parce que déjà je ressens un certain malaise ou un inconfort permanent dans la vie. Il y a quelque chose de si je me sens ou perdu, incompris, à part, il y a toujours comme en toile de fond, en fond d'écran, un malaise ou un inconfort qui va générer des tensions, du stress, des peurs. Voilà. Et ça fait que ça met comme quelque chose qui alourdit. On n'arrive pas à traverser la vie de manière légère et sereine. Il y a toujours quelque chose qui vient contrarier, du coup. Parce que quand on est sous le prisme de la légèreté et de la joie, chaque situation, même contraignante, on va voir le bon côté. Alors que là, il y a comme un filtre d'un inconfort qui va venir alourdir les choses. Donc, la réaction après, c'est de penser que c'est un vrai problème et que ça va me pousser à, comme je suis bien obligée de m'adapter et de vivre dans ce monde, je vais devenir de plus en plus dure et forte. D'où ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que certains hypersensibles, on les trouve des fois, sous la nouvelle appellation, le contraire, c'est hyposensible, c'est-à-dire il y a comme... ils bloquent leurs émotions, on a l'impression qu'ils n'en ont pas, quoi. Ils apparaissent comme durs. En fait, ça masque une vraie sensibilité exacerbée. Et du coup, ça met une incompréhension de nous-mêmes. Les interactions sont compliquées aussi, parce qu'on a le sentiment de ne pas être compris, on a le sentiment de ne pas se comprendre, et du coup, les échanges sont compliqués. Et puis là-dessus, on rajoute la pression sociale et les jugements. On se sent jugé en permanence, parce que dans l'incompréhension, elle vient parce qu'on a entendu « mais qu'est-ce que tu peux être sensible, qu'est-ce que tu es susceptible, mais enfin, tu vas pas pleurer pour si peu ». D'où cette sensation de décalage, le fait d'être bizarre et différent, qui vont nous faire refouler une grande partie de nos émotions. Donc si je résume, ça met la personne hypersensible, bien souvent, elle pense que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Ça, elle prend conscience qu'il y a quelque chose, elle ne met pas de mots forcément, mais elle prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'elle doit faire des efforts pour changer. Du coup, changer, le truc, c'est que comme on ne sait pas exactement ce qui ne va pas, c'est compliqué de changer, alors on se suradapte. Ça, c'est la première chose, c'est la première grande patte. On se suradapte avec tout ce que ça va vouloir dire de comportement. Et on est envahi aussi. La deuxième caractéristique, c'est que comme on a une ultra-sensibilité à l'environnement, aux autres, on est envahi par un trop-plein d'infos dont on ne sait que faire. D'où des fois, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous invite à aller la voir sur YouTube, on parle de bugs, je parle de bugs émotionnels, parce que tout d'un coup, il y a trop d'infos et ça bug. Comme un ordinateur dans lequel on aurait chargé, ouvert plein d'applis et qui serait obligé de traiter tout un tas d'infos, à un moment donné, ça plante. En parlant d'infos, j'arrive sur le mental agité. On a souvent un mental sans cesse agité, parce qu'il reçoit plein d'infos. Et il faut sans cesse analyser les infos, parce que dès qu'il y a des infos qui arrivent, le cerveau, de manière consciente ou inconsciente, analyse et traite l'information. Et donc là, on est sans cesse agité par un afflux d'informations. Donc ça, c'est la première partie, parce que comme on capte tout, hop, on a plein d'infos qui se bousculent dans la tête. Après, il y a le fait que quand on est hypersensible, on est très actif, très créatif.
Donc très créatif, on a 15 000 idées à la minute parfois, on a du mal à en choper une ou à les aligner comme il faut dans un ordre logique. Donc c'est souvent la panique, on n'arrive pas à les capter, donc on a plein d'idées, mais alors soit on arrive à les capter et du coup on s'intéresse à plein de choses, on va de droite, de gauche, on n'arrive pas à en mettre une au bout, soit on est très... on n'arrive pas à les capter, donc du coup on la recherche, elle s'envole à peine présente. Autre chose aussi avec ce mental, c'est qu'on est toujours en train de se questionner, de se remettre en question, d'analyser les choses, voir comment les choses fonctionnent. Alors, se questionner, s'analyser, on le verra par la suite, c'est bien, mais le problème, c'est que pendant qu'on analyse, qu'on réfléchit, on n'agit pas. Donc, on verra qu'il y a souvent les effets de bord, c'est la procrastination et avoir du mal à passer à l'action. Derrière, du coup, il y a comme un cercle vicieux, parce que si j'ai du mal à passer à l'action, je ne fais pas. Au bout d'un moment, le doute s'installe. Et comme je doute, je ne vais pas oser y aller. Et ça fait venir des peurs. Et donc, il y a une forme de procrastination, de je remets au lendemain les choses. Alors d'autant plus qu'elles nous apparaissent difficiles, je vais les remettre au lendemain. Comme on a tendance aussi à grossir les événements et à imaginer le pire, ça vient alimenter et on se met dans quelque chose on ne va jamais démarrer, quoi, parce que ça va générer tout un tas de doutes, des peurs, des questions, et hop, on ne va pas passer à l'action. Autre chose, comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, il y a une forme de curiosité qui est géniale, un imaginaire débordant qui fait que ça nous pousse à toujours vouloir apprendre, à vouloir se développer. Donc ça, c'est vraiment des choses qui apparaissent comme favorisantes en fait au développement des connaissances, à la transformation, au changement. Voilà, je m'intéresse à plein de sujets. On parle parfois même de multipotentiel parce que je vais un peu sur beaucoup de sujets. La limite de ça, c'est que du coup, on a un peu de mal à appuyer sur le bouton stop pour dire non mais là ça suffit, j'ai assez d'idées, je voudrais que ça s'arrête. On a du mal à débrancher un cerveau qui est en ébullition assez permanente en fait. Donc ça fatigue aussi. Et puis comme j'ai une acuité, je vois beaucoup de choses, je ressens beaucoup de choses, je relève tout le temps, ça épuise. Donc en conclusion, un mental agité, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une activité cérébrale permanente qui épuise. Donc, avec des questionnements incessants qui font que cette procrastination, on a aussi beaucoup de mal à effectuer des tâches au quotidien déjà. Et puis, il y aura toute la question, je reviendrai dessus, parce l'intérêt, ça va être de focuser sur chacune de ces caractéristiques et puis de voir comment vous pouvez faire un peu différemment. Mais il y a ce truc d'être aussi de la présence à ce que je fais. Il y a un souci d'attention en fait. On a du mal à se focuser sur quelque chose. Entre ces idées qui arrivent de tous les côtés et cette activité, parfois même chez les hypersensibles, on a aussi les hyperactifs qui ont toujours besoin un peu d'être en activité. Du coup, compliqué de se mettre au travail sur une tâche si on rajoute le perfectionnisme qui veut qu'on a l'impression on a besoin de faire que ce soit parfait, que c'est jamais assez bien, ça fait des sacrés temps d'arrêt. Alors, bien évidemment, ce sont des caractéristiques, on les a pas tous, ça se manifeste pas exactement forcément de cette façon. Là, l'idée, c'est de vous balayer un peu
les grosses familles de comportements qu'on peut voir pour que vous puissiez avoir des points de repère, quoi. À la fin de l'épisode, je vous mettrai un test qui vous permettra un peu de rechecker tout ça et de pouvoir avoir une première base de diagnostic. Donc dernière porte d'accès, c'est l'émotionnel, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup alors on est souvent submergé par les émotions, quelles qu'elles soient, elles sont toujours en amplitude très forte, donc quand c'est la tristesse, c'est vraiment le désarroi complet, mais quand c'est la joie, on est aussi, c'est difficile de cacher sa joie et son enthousiasme. Tout est en amplitude. Il y a un besoin aussi de partager ce qui contrarie et qui blesse pour pas souffrir, mais c'est là où peut survenir l'incompréhension, parce qu'en face, des fois, on va dire, mais enfin, tu te mets dans des états pour pas grand-chose, en fait. Donc c'est toujours ce décalage. Il y a déjà prendre conscience, soit du fait que on a des amplitudes, ça généralement on s'en rend compte assez vite, et ce dont on a besoin dans ces cas-là, c'est de l'écoute, c'est pouvoir le déposer, le partager, et un espace vraiment d'écoute. Et arrive là, à ce moment-là, de la part de certaines personnes qui ne sont pas hypersensibles, ne croient pas à l'hypersensibilité ou ne comprennent pas tout, une incompréhension. Ouais. Et puis il y a le corps. Que se passe-t-il dans le corps d'un hypersensible ? Donc le corps, j'ai envie de commencer par là, le corps c'est un véhicule qui ne ment jamais. Donc là où notre esprit des fois peut nous embarquer et nous faire raconter des histoires, le corps, lui, il nous donne les infos dont on a besoin, et parfois c'est des infos très subtiles, et c'est comme un tableau de bord sur ce que nous vivons et nous ressentons. Donc, outre le fait de nous protéger et puis de nous aider à nous déplacer, il y a vraiment cette notion d'information avec lesquelles on ne peut pas tricher, quoi. Vous avez certainement dû... Alors, chacun exprime l'émotionnel à sa façon dans le corps. On reviendra aussi là-dessus. Mais par exemple, quand je suis anxieux, je peux avoir les mains moites, par exemple. La colère, j'ai souvent le visage qui rougit, ça peut être ça. Ça peut être tout d'un coup, le ton monte, il y a comme une énergie qui a besoin de se libérer, donc ça devient compliqué dans le corps. Quand je suis émue, les larmes coulent assez facilement. Je peux m'émouvoir, que ce soit quelque chose de triste ou même quelque chose de joyeux, les larmes arrivent. En amour, ça c'est plutôt chouette, ça. Le cœur qui bat plus fort, de plus en plus fort. Il y a les papillons dans le ventre et puis ce cœur qui bat. Et puis, j'ai découvert ça, moi, en fait, à la réalisation de ce podcast, je suis allée un petit peu revoir mes classiques et je me suis rendu compte que moi, je grelottais toujours, pas enfant, dès que j'ai un peu froid, parfois il y a un froid, c'est pas excessif, mais dès que j'ai froid dans le corps, j'ai les dents qui claquent et je peux pas m'arrêter. Eh bien, je viens de découvrir que c'était une caractéristique de l'hypersensibilité. Donc, tout est là. Quand les autres ont froid, ils ont froid, mais quand un hypersensible a froid, les réactions dans le corps sont beaucoup plus fortes, peuvent être beaucoup plus fortes. Donc, des fois, j'en ai conscience, et puis des fois, je n'en ai pas conscience. Et après, il y a l'histoire de sens en éveil, Donc on a les 5 sens en éveil, ce qui est génial pour capter tout un tas de choses, mais des fois qui peut être gênant. On est très sensible, on peut être très sensible aux odeurs. Donc moi je sais que j'ai des odeurs qui arrivent là des fois, une bonne odeur ça m'embarque, et puis une odeur qui me plaît moins, c'est très compliqué en fait, j'ai du mal à la supporter. Le bruit. Voilà, on est très sensible au bruit. Dès qu'on est dans un environnement où il fait trop de bruit, c'est compliqué, les bruits, les sons. On est sensible aux couleurs, aux paysages. Moi, j'ai des amis, une amie hypersensible, qui s'émerveille de la nature, des animaux, mais à un point extrême. On perçoit la vie à un haut degré de sensibilité, avec des degrés de perception différents. Quand il fait chaud, par exemple,
on va capter la chaleur et selon notre histoire, notre expérience, notre personnalité, ça va s'exprimer d'une certaine façon. Certains vont trouver qu'il ne fait pas tellement chaud et on va avoir limite froid, et d'autres vont avoir extrêmement chaud. Et c'est pas tellement lié, quand on parle de température pressentie, c'est pas tellement lié à la réelle chaleur dehors. On va dire il fait 22, donc voilà, c'est qu'il commence à faire bon à 22, mais c'est lié vraiment à mon expérience, mon histoire, Donc ça, c'est pour la partie sens. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, toute cette fatigue, cet excès de fatigue qui est lié au surmenage, au fait que la perception de la douleur, par exemple, est particulière. On ne ressent pas la douleur de la même façon. Généralement, on la ressent quand elle est très haute, quand d'autres ont déjà hurlé. Mais du coup, ça veut dire qu'on s'épuise en fait, parce que pendant ce temps-là, le corps est en lutte, et là où on pourrait, par exemple sur une migraine, prendre un Doliprane, atténuer la douleur, en fait, elle dure un peu plus longtemps, et du coup, elle épuise. Il y a les peurs fréquentes, il y a les contrariétés, et on a du mal. C'est compliqué en fait pour nous d'écouter et d'accueillir ces ressentis personnels. Et du coup, ça peut aller jusqu'à se maltraiter. Par exemple, quand on est fatigué, du coup, le capteur est déjà un peu plus haut. Donc, quand on commence à se dire qu'on est fatigué, c'est une grosse fatigue, mais on ne s'écoute pas forcément. Donc, on n'arrête pas, on ne se repose pas. Voilà, donc peut-être il y a des choses qui t'auront parlé dans cet émotionnel un peu tsunami avec des amplitudes et en même temps parfois qui nous amène à refouler les émotions, un mental agité en permanence avec des questionnements, des infos qu'on a du mal à capter et des doutes permanents qui nous mettent pas forcément dans l'action, et puis ce corps qui nous envoie multitude d'informations aussi et de ressentis, et avec lequel on ne peut pas tricher, et qui va aussi nous balancer des infos puissantes. Donc, dans les épisodes prochains, je reviendrai sur chacun de ces points-là pour qu'on puisse aller plus en profondeur et surtout vous donner des clés pour ça. Là, on est dans, en fait, êtes-vous hypersensible ou pas ? Et donc, je vous propose, outre de ces critères que vous avez notés, peut-être à chaque fois que ça vous parlait, je vous propose un test qui est souvent utilisé d'Hélène N. Aron, donc cette psychologue et chercheuse en psychologie. Je vais vous lire, je vais vous donner une vingtaine de questions, de phrases, et vous allez dire si vous cochez oui ou vous cochez non. Oui, si ça vous correspond, si ça s'applique à vous dans une certaine mesure, et non, si ça ne s'applique pas vraiment ou pas du tout. Si vous hésitez, eh bien, mettez-vous au plus proche, essayez de répondre spontanément. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Alors, je vous laisse le temps de prendre papier, stylo, papier, crayon, et on va démarrer. Voilà, sachant que ce n'est qu'un test, c'est à prendre, voilà, vous allez avoir un premier diagnostic, c'est pas une science exacte au sens, c'est des premières pistes, vous imaginez que vous êtes comme un détective qui va chercher à regarder s'il est concerné ou pas, donc vous avez une foule de caractéristiques, là vous avez un test, et puis il y aura encore d'autres choses au fur et à mesure que vous allez affiner pour savoir jusqu'à quel point vous êtes sensible au regard de ce qui vous a été donné. Allez, prêt, c'est parti. Donc, oui ou non, je suis conscient ou consciente des subtiles nuances de mon environnement. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. L'humeur des autres me touche. Je suis très sensible à la douleur. Donc, je vais vous les balayer comme ça. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas eu le temps de répondre.
J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. En un mot, c'est j'ai besoin, à un moment donné, quand j'ai eu une grosse journée, j'ai besoin d'aller me retirer, lumière éteinte, dans le noir, allongée sur mon lit pour être tranquille. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Le bruit me dérange. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. Je suis une personne consciencieuse. Je sursaute facilement. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je le sens en général. Ce que je dois faire pour les soulager, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges. Je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire faire trop de choses à la fois. J'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. La faim provoque en moi une forte réaction et perturbe ma concentration et mon humeur. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux et les subtiles œuvres d'art. Je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres, ou lorsqu'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Et la dernière, lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Voilà, donc l'idée c'est, si ça a été trop vite, vous faites pause et puis à chaque phrase, vous mettez si c'est plutôt oui ou plutôt non. Et ensuite, vous avez une vingtaine de questions. On dit que si vous avez répondu par oui à 12 questions ou plus, vous êtes probablement hypersensible. Voilà, donc c'est un premier diagnostic, une première pierre de poser. Au fur et à mesure des épisodes, écoutez bien et vous allez avoir d'autres infos qui vont vous permettre d'affiner ce premier diagnostic. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur les manifestations de l'hypersensibilité. On a fait ça dans les grandes lignes, mais vous avez là, dans la tête, dans le cœur et dans le corps, et dans les ressentis globaux par rapport à la vie, les grandes lignes de ce qui pressent d'une hypersensibilité. Dans l'épisode prochain, nous aurons l'interview d'Amélie qui est hypersensible et qui vous permettra de voir concrètement comment toutes ces caractéristiques-là, certaines, comment ça se manifeste en fait dans la vie quotidienne, et elle vous partagera, vous verrez, plein de trucs et astuces de comment elle fait, elle, pour vivre avec tout ça. Donc j'ai hâte que vous l'entendiez. Voilà, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à réécouter ce podcast, à vraiment vous poser, vous abonner pour, si ça n'est pas déjà fait, pour pouvoir savoir quand le prochain va sortir, même si je vais essayer de les faire paraître à peu près toujours au même moment. Et puis surtout, je vous invite à partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait
être concernés et à qui ça pourrait aider d'avoir un peu toutes ces informations. Et si vous avez aimé cet épisode, si vous avez envie de m'encourager ou juste pour me dire que vous étiez content, en tout cas de passer ce temps, n'hésitez pas à mettre un like qui me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast et je vous dis à très vite.